Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le titre de ce dernier journal, le président Alassane Ouattara a regagné ce soir la Côte d'Ivoire après un séjour en France et en Corée du Sud. À Séoul, le chef de l'État a vanté les mérites des économies africaines et leur fort potentiel. À son arrivée ce dimanche soir, le chef de l'État a accordé du temps aux journalistes pour un point de sa visite. Dans le cadre de l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a lancé la campagne 2024 de l'EVA. Il s'agit pour le gouvernement d'œuvrer sans cesse au positionnement de notre agriculture au niveau des plus hautes sphères internationales. On en parle dans quelques instants. Et puis à l'issue du scrutin des élections européennes qui donne en tête le Rassemblement national avec 31,5% selon l'Institut de sondage Ipsos, loin devant le score du camp présidentiel. Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale ce 9 juin 2024. Merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche. En fin d'après-midi, le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Était également de l'accueil le Premier ministre Robert Begré-Mambé ainsi que des membres du gouvernement. Le président de la République rentre d'une visite en Corée et en France. À Séoul, Alassane Ouattara a pris part au premier sommet Corée-Afrique qui s'est tenu les 4 et 5 juin dernier. À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le président de la République Alassane Ouattara a sacrifié au traditionnel point de presse sur sa participation au premier sommet Corée-Afrique qui vient de s'achever. Il s'est longuement prononcé. On l'écoute. Le chef de l'État est au micro de Viviane Aïma. Je suis heureux d'être de retour à Abidjan après un séjour en France puis en Corée, où j'ai pris part à l'invitation du président de la République de Corée, son Excellence M. Yoon, au premier sommet Corée-Afrique. J'étais accompagné d'une forte délégation composée du ministre directeur de cabinet, de Madame la secrétaire générale de la présidence, des ministres des Finances, de l'économie, du commerce, de l'industrie, du budget, des affaires étrangères, de l'intégration et d'autres personnalités. Je voudrais réitérer mes remerciements au président Yoon Suk-yeol, le président de Corée, au peuple coréen pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je dois dire que c'était un séjour mémorable. Et vous vous souviendrez qu'il y a 10 ans, en 2014, j'avais effectué une visite officielle en Corée et je dois dire que l'accueil était au même niveau, avec beaucoup d'amitié, parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir noué des relations diplomatiques avec la Corée en 1961. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie ont une place spéciale dans le cœur des Coréens parce que l'Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassie a envoyé des soldats à l'occasion de la guerre de Corée pour soutenir la Corée du Sud. L'entretien bilatéral que j'ai eu avec le président Yoon avant le démarrage du sommet, nous nous sommes félicités des excellentes relations entre nos deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques. Nous avons souligné la nécessité d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Corée, c'est quand même assez faible, et d'encourager le secteur privé ivoirien et coréen à nouer des partenariats pour tirer profit des nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans la transformation du cacao, de l'anacarde, du caoutchouc naturel, ainsi que dans les domaines de la transition digitale, de l'innovation et de l'industrie automobile. J'ai aussi invité le président Yoon à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire, ce qu'il a accepté. S'agissant du sommet lui-même, le sommet Corée-Afrique qui avait pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité, et qui a vu la participation de nombreux chefs d'État.
je dois dire plus de 25 chefs d'État et bien évidemment une dizaine de chefs de gouvernement et de ministres. Donc au total, plus de 45 pays étaient représentés. Nous avons au cours de nos travaux appelé au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique entre la Corée et le continent africain dans tous les domaines. Pour ma part, à l'occasion de ma prise de parole, je me suis félicité du dynamisme de nos relations avec la Corée, avec notamment le lancement de l'initiative pour le développement de l'Afrique en 2006 et plus récemment la mise en œuvre du programme coréen Belt Rice après donc la décision de la Corée de construire la maison du taekwondo en Côte d'Ivoire après ma visite de 2014. J'ai aussi souligné la nécessité d'accroître davantage nos échanges commerciaux avec la Corée, d'étendre le partenariat entre l'Afrique et la Corée dans le domaine de l'intelligence artificielle, de consolider les excellentes relations de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Corée, notamment dans le domaine de la transformation de nos produits agricoles. J'ai également, le lendemain, pris part à un sommet des hommes d'affaires Afrique-Corée qui a été l'occasion de présenter au secteur privé coréen l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique, tout comme la bonne tenue d'ensemble de nos économies malgré les difficultés ici et là, les perspectives de croissance ainsi que les importants efforts en matière de gouvernance économique, de mise en place d'un cadre macroéconomique adéquat et rassurant pour les investisseurs. Nous avons les responsables du secteur privé, le président du patronat, M. Ahmed Cissé, et le président de la Chambre de commerce, M. Touré, ont participé donc avec de fortes délégations à ce sommet des hommes d'affaires. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parmi les pays les mieux classés sur le continent. Nous sommes parmi les 10 premières économies du continent africain. Ceci intéresse beaucoup les Coréens qui voient là un pôle de croissance. J'ai donc encouragé les entreprises coréennes à investir dans notre pays où elles bénéficieront non seulement de sécurité, aussi bien la sécurité des biens et des personnes, mais également elles bénéficieront d'infrastructures de qualité et d'un vaste marché de consommation qui comprend les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire plus de 140 millions de consommateurs. Évidemment, tout le monde sait que l'environnement des affaires est particulièrement attractif en Côte d'Ivoire et que le climat socio-politique est stable et apaisé. Alors, durant mon séjour en Corée, j'ai également échangé avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, sur la situation en Côte d'Ivoire, ainsi que sur les perspectives de coopération entre la Fondation Ban Ki-moon et notre pays. C'était donc un moment important, avec beaucoup d'émotion. Je lui ai à nouveau rendu un vibrant hommage pour son importante contribution au retour de la paix dans notre pays. J'ai également eu un entretien avec le président de la Banque Import-Export de Corée sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière, notamment dans le domaine du financement des projets. Je dois terminer en remerciant à nouveau les autorités de Corée, à commencer par le président Yoon, pour l'hospitalité du peuple coréen. Et je dois dire que ce premier sommet Corée-Afrique a été un grand succès, non seulement pour toute l'Afrique, mais également pour notre pays. Il a par la même occasion signé des accords de coopération avec la République de Corée, un sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques
officiels et de services, un deuxième accord cadre relatif au Fonds de coopération pour le développement économique pour les années 2024 à 2028, signé par Madame la ministre Kabagnale pour un montant d'1 milliard de dollars, et l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. Et voilà, c'était pour vous le point de la visite du chef de l'État en République de Corée. Je vous le disais en ouverture de cette édition 2023, la Côte d'Ivoire améliorait sa production de 24% pour atteindre 1,7 million de tonnes d'EVA. Cette année, la vision est claire, travailler d'arrache-pied pour une meilleure rentabilité au bénéfice des producteurs. À Yamoussoukro, la campagne au titre de l'année 2024 a été lancée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Les précisions de Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, 1,7 million de tonnes d'EVA en 2023. Le pays occupe désormais le 3e rang de producteur mondial. C'est dans ce contexte que les acteurs de la filière se retrouvent à Yamoussoukro autour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani. À l'ordre du jour, le lancement de la campagne 2024. Il convient de préciser que même si ces chantiers annoncent pour d'autres de nouveaux horizons pour la filière, il demeure pour certains la continuité des actions menées jusqu'ici par la PROMAC, ayant contribué à faire de la filière EVA de Côte d'Ivoire un acteur clé de la performance internationale de l'agriculture ivoirienne. Pour sa part, le Conseil EVA Palmier à Huile se félicite de la marge de progression de la Côte d'Ivoire. Le temps est désormais au zonage pour accélérer le processus de modernisation. Des innovations qui ont été introduites dans le but de permettre de suivre au mieux le respect des prix sur le terrain. Je pense que tous les producteurs ont dû remarquer qu'entre 2019 et aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées et que notre caoutchouc n'est plus sur nos bras ou sous nos bras, et qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'usines pour acheter et transformer notre caoutchouc. Le gouvernement, pour la relance de l'EVA, a dû opérer des réformes. Aujourd'hui, elles portent et les choses continueront d'aller de l'avant. Kobena Kwasi Adjoumani se veut rassurant. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'agriculture et également découle de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'œuvrer sans cesse au positionnement de notre agriculture au niveau des plus hautes sphères internationales. Pour ce mois de juin, le prix du kilogramme d'EVA est fixé à 362 francs CFA. Au cours de cette cérémonie de lancement de campagne, plusieurs personnalités ont été décorées pour leur contribution à la promotion de l'EVA-culture en Côte d'Ivoire. On reste dans le domaine agricole avec le ministère de tutelle qui entend se doter d'une stratégie nationale de développement et de gestion durable des aménagements hydro-agricoles. Au cours d'un atelier, les parties prenantes pour un développement des filières agricoles durables en Côte d'Ivoire ont été invitées à s'impliquer pour la mise en œuvre effective de cette stratégie nationale, une stratégie qui devrait aider le pays à faire de la sécurité alimentaire une réalité. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Afin d'améliorer la contribution des cultures vivrières à la sécurité alimentaire, le gouvernement a très tôt opté pour les aménagements hydro-agricoles, des infrastructures aujourd'hui sous-exploitées et que le ministère de l'Agriculture a décidé de redynamiser en lançant cette stratégie nationale. Nous, on a deux aménagements hydro-agricoles. Le barrage de Solomungu, qui fait en aval autour de 736 hectares, et le barrage de Tchaloni, qui fait en aval autour de 220 hectares. Ces deux périmètres-là seront des périmètres pilotes de la mise en œuvre de la stratégie qui sera conduite. L'aménagement hydro-agricole est un ensemble de techniques et de méthodes agricoles qui consistent à apporter de l'eau aux cultures de façon artificielle pour en augmenter la production et permettre leur développement normal en cas de déficit de pluie.
Le but de cet atelier est de faire adhérer toutes les parties prenantes à cette stratégie pour un meilleur encadrement des périmètres irrigués. Nous sommes l'État, nous sommes à l'écoute des usagers et nous comptons bien pouvoir jouer notre rôle dans la pérennisation des ouvrages puisque c'est nous qui avons mobilisé ces financements et donc nous ne pouvons pas assister sans rien faire et les voir continuer dans la dégradation. La stratégie nationale de développement et de gestion durable des aménagements hydro-agricoles est un projet qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Elle est financée par l'Agence française de développement AFD. Quel est le niveau de soutenabilité de la dette publique dans les États de l'UEMOA? La question a fait l'objet de réflexions de la part de parlementaires de l'institution ouest-africaine qui appellent à des éclaircissements sur le sujet. À Bissau, une quinzaine d'élus se sont réunis pour s'informer, mais surtout pour faire des propositions après analyse de la situation. Le récit de Patricia Omoitia. La monnaie unique ECO, au contraire de ce que pensent certains, n'est pas un projet en veilleuse. C'est ce que nous dit Hippolyte Conan, expert à la commission de l'UEMOA, des députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA réunis à Bissau. Ce comité est à l'œuvre et nous pensons que dans quelques temps, les conclusions de ces travaux seront présentées aux chefs d'État qui vont prendre la décision. Donc le processus est en de bonne voie. Outre le processus de mise en œuvre de la monnaie unique, ECO, ces parlementaires de l'UEMOA, issus des sous-comités des politiques économiques, financières et monétaires et des politiques fiscales, douanières et commerciales, ont été instruits sur la soutenabilité de la dette dans les États membres de l'UEMOA. L'on retient que la dette publique dans nos États connaît une légère progression due à plusieurs facteurs, entre autres la faible mobilisation des ressources intérieures, la forte dépendance des États aux matières premières et la volatilité des prix des produits de base, mais également le poids des dépenses sécuritaires dans certains États membres. Aussi, pour ces élus de l'UEMOA, quoique la situation ne soit pas alarmante, il faille que nos dirigeants œuvrent à l'amélioration d'un certain nombre de mécanismes monétaires et budgétaires pour une meilleure gestion de la dette publique. Je suis satisfait du niveau de réflexion et du niveau de contribution des honorables députés ainsi que des recommandations qui sont sorties de ces travaux. 5 jours, c'est le temps qu'a duré cette rencontre d'information, d'analyse, d'échange et de recommandations entre experts de la commission de l'UEMOA et ses parlementaires. Outre les travaux, le séjour du CIP UEMOA a été meublé par une visite à la représentation locale de la commission de l'UEMOA tenue par Ali Djadjiri Koulibaly. Retour en Côte d'Ivoire et direction Marandala, dans le département de Mankono, pour mettre en lumière l'importance du rôle des autorités coutumières. C'était au cours d'une cérémonie de remise d'arrêtés de nomination à 13 chefs du village de cette sous-préfecture. Parrain de cette activité, le ministre Amadou Koulibaly a invité les gardiens de la tradition à œuvrer pour la paix et l'unité. Il les a aussi invités à être de véritables collaborateurs de l'administration ivoirienne. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. 13 chefs de village de Marandala, sous-préfecture de Mankono, reçoivent leur arrêté de nomination. Parrain de cette cérémonie riche en sons et couleurs, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, souligne l'importance du rôle des autorités coutumières. Le porte-parole du gouvernement saisit cette occasion pour saluer les efforts de développement du président de la République Alassane Ouattara, relevant comment l'institutionnalisation de la Chambre des chefs traditionnels renforce leur place au sein des institutions nationales et dans la société. L'intronisation des chefs de village est toujours une opportunité pour rendre hommage au chef de l'État qui a eu cette vision de donner du pouvoir à nos rois et chefs traditionnels en les introduisant dans notre dispositif constitutionnel et en créant la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Abondant dans le même sens que le parrain de la cérémonie, le préfet de région du Béré rappelle le processus de désignation d'un chef de village. Diomandé Cyril Ambroise indique que la remise de l'arrêté de nomination d'un chef intervient après plusieurs étapes, notamment une enquête, des consultations populaires et une cérémonie de désignation du chef selon les us et coutumes du terroir. Le chef est chef pour tous les habitants du village.
Il doit être neutre, il doit veiller à la sécurité, à la salubrité du village. Il est donc la courroie de transmission entre les populations et l'administration. Cette cérémonie de remise d'arrêtés de nomination des chefs traditionnels fait partie d'une série d'activités auxquelles est associé le ministre Amadou Koulibaly, notamment l'inauguration à Kwasidougou d'une antenne relais de téléphonie mobile, une installation performante qui va couvrir plusieurs villages du département de Mankono en réseau pour téléphone mobile. Le directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture au ministère de la Construction et de l'Urbanisme était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTIA. Avec Herman Guivé Messou a parlé de ce que prévoit le code de la construction. Après, sinon, avec la responsabilité des acteurs d'identifier dans les cas d'effondrement d'immeubles. Vous l'aurez compris, le thème est en rapport avec les immeubles qui s'écroulent à Abidjan. On regarde un extrait. Il y a des réformes sous l'égide du ministre Nabagno Koné qui ont été initiées. La première réforme a été de renforcer le cadre réglementaire. C'était très important pour situer la responsabilité des acteurs, renforcer vraiment les sanctions, préciser le rôle des différents acteurs. Et le deuxième acte fort qui a été posé en termes de réforme, c'était de renforcer le contrôle. Donc nous nous sommes rendus compte qu'on avait un effectif très réduit. Et donc on a procéder à un recrutement du personnel pour renforcer l'effectif. Il y a aussi des acquisitions en termes de moyens de mobilité, notamment des motos et des véhicules de type 4x4. Et enfin, il y a eu des matériels de démolition. Depuis juin 2023, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas eu d'effondrement. Ça veut dire que, petitement, nos efforts sont en train de donner des résultats sur le terrain. Selon les termes du code de la construction, dans une situation pareille, le procureur se saisit systématiquement du dossier et donc il va diligenter une enquête parce qu'au niveau de cette juridiction, il y a quand même des experts. Il y a des architectes, des ingénieurs, des géomètres, il y a toutes sortes d'experts donc qui seront mis, dont l'expertise sera mise à contribution vraiment pour situer les responsabilités. Et une fois que les responsabilités sont situées, les professionnels mis en cause seront traduits devant la juridiction. Donc le coût des amendes et des peines privatives de liberté. Pour les entreprises, on peut retirer les agréments, c'est vraiment à tous les niveaux. On peut arriver ensemble à zéro effondrement. Vous voulez construire un bâtiment, vous voulez faire des modifications, il faut respecter les prescriptions en matière de construction. Il faut respecter la réglementation en matière de construction. Je profite vraiment de votre plateau pour inviter la population au niveau de, nous sommes en saison pluvieuse, que la population quitte vraiment les zones sinistrées, les zones à risque. On change maintenant de sujet. La Tabaski n'est pas que la fête du mouton, elle est aussi la fête du Bazin. À quelques jours de l'Aïd el-Kébir, les fidèles prennent d'assaut les boutiques et magasins de vente de cette étoffe privilégiée durant la célébration. L'occasion pour les commerçants de faire le plein pour satisfaire la clientèle. Dans la commune de Trècheville, l'une de nos équipes de reportage a visité le showroom d'un styliste modéliste. Un focus de Justin Kwasi. À l'approche de la fête de la Tabaski, plusieurs boutiques de Bazin sont prises d'assaut par les fidèles. Ce matin, Mafila Doumia s'est rendue dans l'une des boutiques de vente de Bazin afin de se procurer un bazin pour la fête. J'ai l'habitude d'acheter des habits ici du sur-mesure parce qu'il fait du sur-mesure, ce n'est pas que des prêt-à-porter ici. J'ai acheté ici auparavant et j'ai appris qu'il a ouvert un nouveau showroom ici encore à Trècheville. Raison pour laquelle je suis venue rendre visite, regarder un peu, voir si je peux avoir un truc pour la Tabaski. Dans cette boutique située dans la commune de Trècheville, l'on trouve une variété de vêtements de haute couture. J'ai vu les designs de Lampfal juste à la télé et puis dans les réseaux sociaux. Alors, je l'ai adopté, je l'ai essayé et depuis ce temps, je ne l'ai plus jamais lâché. C'est des trucs très rares, originaux. Donc, on est obligé de faire les déplacements. J'ai couru du Bénin, j'ai pris mon vol. Je suis venue uniquement pour ça. À l'approche de la Tabaski, Lampfal, ce styliste modéliste sénégalais et propriétaire de la boutique, n'a pas hésité à faire le plein pour le bonheur de sa clientèle. La fête de Tabaski, on présente des nouveaux vêtements, c'est de différents modèles. On les fait sur des vestimentaires africaines, travailler avec des jours, avec des finitions. On fait tout pour que toute personne qui vient envers nous sera satisfaite. Lampfal est pour moi comme un petit frère, quelqu'un qui nous a toujours proposé de belles tenues,
Donc nous ne sommes pas venus découvrir l'AMFAL, mais nous sommes venus pour confirmer qui sait travailler. À travers ce nouveau showroom, l'AMFAL veut se rapprocher davantage des clients en leur offrant le meilleur pour la fête de la Tabaski. Un reportage commenté par nous Sangaré. Il aura fallu une dizaine de jours environ au commissariat du Hajj pour assurer le transport en terre sainte d'Arabie Saoudite de tous les pèlerins du contingent étatique. Ils sont au nombre de 7000 les candidats au Hajj. Dans ce reportage que vous allez voir maintenant, notre envoyé spécial s'épanche sur le dispositif mis en place en terre sainte pour agrémenter le séjour de nos pèlerins, de l'infirmerie à la sécurité des bagages en passant par la restauration. Tout est passé au peigne fin. Envoyé spécial à la Mecque et Sachonayo. Les pèlerins ivoiriens ont des raisons d'être heureux. Un hôtel flambant neuf est sorti des terres depuis l'année dernière avec toutes les commodités de logement à la Mecque. Ici, sur ce palier, se trouve l'infirmerie. Les pèlerins sont traités avec attention. On a 2 salles, une grande salle de mise en observation pour les femmes, une grande salle aussi de mise en observation pour les hommes. Et nous avons 3 grandes salles d'attente où on prend les constantes, c'est-à-dire la température, la tension, etc. Et on contrôle les carnets le temps que le pèlerin soit vu par le médecin. Les pèlerins ivoiriens sont vraiment dans des meilleures, je dirais même très bonnes conditions parce que quand nous venons au pèlerinage dans les années passées, ce qui était relaté par nos anciens, mais on a l'impression même d'être chez nous à la maison. Vous êtes malade, vous vous retrouvez à l'hôpital en un clin d'œil. Cette infirmerie comprend des médecins généralistes et des spécialistes. Nous recevons nos pèlerins ici à l'infirmerie tous les jours, 24 heures sur 24. Les conditions de travail vraiment se sont améliorées. Nous avons un grand nombre de lits cette année. Nous sommes très heureux de travailler dans ces conditions. Dans notre stratégie de travail, on doit voir en principe tous nos diabétiques. Et lorsque nous les voyons, nous devons d'abord faire une glycémie. Et il arrive qu'avec le stress du voyage, avec l'alimentation qu'on a ici depuis Médine jusqu'à la Mecque, nos patients diabétiques, souvent, ils ont du mal à pouvoir s'alimenter correctement. Et lorsqu'il y a des déséquilibres, il appartient aux médecins diabétologues de pouvoir équilibrer cette glycémie-là. Rien n'est négligé au commissariat du Hajj pour le confort des pèlerins. La sécurité est de mise pour éviter des pertes des bagages ou tout autre désagrément. Nous habitons un immeuble qui est tout récent, donc nous avons un rôle de sûreté, nous assurer que le bâtiment répond aux normes sécuritaires afin que nos pèlerins soient dans de très bonnes conditions sécuritaires. Au niveau de la restauration, les dispositions sont également prises pour la nourriture des pèlerins. 5 salles à manger sont disponibles, 3 pour les femmes et 2 pour les hommes. La Côte d'Ivoire, c'est un État assez dynamique aujourd'hui. Le président de la République a créé les conditions pour que tous les compartiments au niveau de Hajj de Côte d'Ivoire soient pris au sérieux avec des équipements modernes, avec des conditions vraiment efficaces. Remercier le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère qui organise le Hajj de Côte d'Ivoire. Remercier le commissariat du Hajj, la direction des cultes. C'est tous ces éléments-là qui ont permis de créer des conditions meilleures pour les pèlerins ivoiriens. On le voit, le commissaire au Hajj et son équipe sont à pied d'œuvre pour une réussite du Hajj 2024 en terre sainte. Des pèlerins qui se dirigeront vers la station de Arafat dans quelques jours. On regarde maintenant ce qu'il s'est passé dans le monde depuis le début de la semaine qui se referme dans quelques minutes seulement. Le 7 sur 7, une sélection de Marie-Chantal à Candan. Au Mexique, la candidate de gauche Claudia Sheinbaum, 61 ans, a remporté l'élection présidentielle mexicaine dimanche 2 juin 2024 avec près de 60% des voix. Cette scientifique et politicienne devient la première femme à être élue présidente du Mexique.
Le Premier ministre Narendra Modi et ses alliés ont remporté ce mardi les élections législatives en Inde, a affirmé la commission électorale. Le peuple a placé sa confiance dans la NDA, Alliance démocratique nationale, pour la 3e fois consécutive. En Corée du Sud, les délégations de 48 pays africains se sont réunies pour le sommet Corée-Afrique. Une première journée d'échange a eu lieu entre les différents représentants des délégations et le président sud-coréen. Cette journée s'est achevée par la signature d'une déclaration commune entre la Corée du Sud et la Mauritanie, co-hôte du sommet, en sa qualité de présidente de l'Union africaine. Au Burundi, c'est la lutte contre le concubinage. Plus de 900 concubines chassées de leur ménage dans le nord du pays. Les autorités ont lancé une campagne de lutte contre le concubinage, considéré comme un péché qui empêche le pays de se développer. Une mesure diversement suivie dans de nombreuses provinces. Le gouverneur du Ngozi insiste, tous les concubins découverts à partir de maintenant seront considérés comme des criminels. Nouvelle audience tenue à la Cour d'État du Niger concernant l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum. Organisée par la plus haute juridiction du pays créée après le coup d'État, cette audience visait à examiner une éventuelle levée de son immunité. Les avocats de la défense avaient demandé un accès complet au dossier et la possibilité de communiquer avec leurs clients, ce qui leur a été refusé. Une journée sombre ce samedi 8 juin pour Reporters sans frontières. Christophe Deloire, directeur général du RSF, est décédé à l'âge de 53 ans, selon l'organisation défendant la liberté de la presse à travers le monde. Le Français est mort des suites d'un cancer. Il exerçait cette fonction depuis 2012 au sein de Reporters sans frontières et a transformé l'association en un champion mondial de la défense du journalisme durant 12 ans. Au total, les quelques 450 millions de citoyens européens des 27 États membres de l'Union européenne, UE, ont élu 720 représentants communément appelés eurodéputés. Ce 10e scrutin européen se déroule depuis le 6 juin dernier jusqu'à ce dimanche 9 juin, selon les pays. Les élections européennes représentent un enjeu crucial pour les partis europhiles. Ce dimanche marque le 4e et dernier jour de vote pour ces élections. Et on termine justement avec les élections européennes, avec le président Emmanuel Macron qui a annoncé ce dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale au soir d'élections européennes marquées par la large victoire de l'extrême droite. Des élections législatives se tiendront le 30 juin et le 7 juillet, a-t-il précisé. Le Rassemblement national est crédité de 31,5% des suffrages, soit plus du double du score du camp présidentiel. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Bonsoir chez vous.